Il faut commencer par le titre français. Maman, je m'occupe des méchants. Ce n'est pas seulement un titre de distributeur, c'est presque une note d'intention. Là où Maman, j'ai raté l'avion reposait sur l'accident, l'abandon, la panique familiale et la solitude enfantine, ce troisième film annonce une inversion complète. L'enfant n'est plus celui qu'on oublie, il est celui qui prend en charge. Il ne subit plus le monde adulte, il l'administre, il ne hurle plus dans le miroir, il prépare l'artillerie. Le titre original, Home Alone 3, se contente, ou Home Alone 3, voici avec un anglais déplorable, se contente d'indiquer la place industrielle du film. Troisième épisode, troisième passage à la caisse, troisième retour dans la maison piège. Mais le titre français, lui, révèle le vrai basculement. Nous ne sommes plus dans le conte de l'enfant abandonné, nous sommes dans le film de défense territoriale. L'enfant devient concierge armé de l'Amérique pavillonnaire. C'est là que le film devient beaucoup plus intéressant qu'il n'en a l'air. Oui, on aime bien cette phrase sur cette chaîne. Car oui, on peut le dire tout de suite, Maman, je m'occupe des méchants est un film bâtard, moins mythique que le premier, moins opulent que le deuxième, privé de Macaulay Culkin, de Joe Pesci, de Dan Lester, de Chris Columbus, et donc privé d'une partie de la chimie sacrée qui avait transformé une comédie familiale en rituel de Noël mondial. Mais ce troisième opus, souvent regardé comme le cousin pauvre de la franchise, possède une bizarrerie propre. Il est moins un film de Noël qu'un film d'espionnage domestique, moins un conte familial qu'une machine de guerre miniature, moins un remake qu'un redéploiement. Il ne faut donc pas le défendre comme un grand film caché, ce serait lui faire porter un smoking trop grand. Il faut le défendre comme un objet de transition, un film étrange, imparfait, parfois mécanique, parfois très drôle, où le burlesque classique rencontre la paranoïa technologique des années 90. Un film où Buster Keaton aurait une télécommande, où Tex Avery aurait découvert les détecteurs de mouvement, où John Hughes transforme la banlieue américaine en terrain d'opération contre des espions internationaux. Le premier problème de Home Alone 3, c'est qu'il arrive après un miracle industriel. Home Alone, en 1990, c'est l'idée parfaite. Un enfant oublié par sa famille doit défendre sa maison contre deux cambrioleurs. La peur primitive de l'abandon devient comédie slapstick, le foyer devient château fort, le sapin de Noël devient totem sentimental et Macaulay Culkin, avec sa bouille de chérubin ironique, devient instantanément une icône. Home Alone 2, en 1992, refait le même film en plus gros. Cette fois, Kevin est perdu à New York. La maison devient la ville, les pièges deviennent plus violents. Donald Trump passe brièvement dans le décor, ce qui donne aujourd'hui à la scène l'allure d'un fossile radioactif. Le film n'a pas la pureté du premier, mais il a le luxe des suites hollywoodiennes des années 90. Plus de décors, plus de moyens, plus de grimaces, plus de tout. Puis arrive le troisième, et là, plus de Kevin. C'est presque une tradition théologique. Dans l'esprit du public, Home Alone, c'est Kevin McAllister. Pas seulement un concept, pas seulement une maison piégée, pas seulement des voleurs martyrisés à coups de fer à repasser, c'est Kevin, sa solitude, sa cruauté enfantine, sa mélancolie, son rapport ambivalent à une famille qu'il déteste 2 minutes avant de la regretter comme une patrie perdue. Maman, je m'occupe des méchants doit donc survivre à une absence énorme, l'absence de son visage fondateur. John Hughes, qui écrit et produit ce troisième volet, ne reprend pas Kevin. Le film introduit Alex Pruitt, joué par Alex Delins, l'enfant de Chicago qui se retrouve seul à la maison, non parce qu'il est oublié, mais parce qu'il est malade, atteint de la varicelle. Cette différence est capitale. Roger Ebert, dans sa critique, notait justement que le film trouvait une justification plus rationnelle à la solitude de l'enfant. Le père est absent, la mère doit aller travailler, le frère et la sœur sont à l'école, Alex reste à la maison avec divers moyens de contact. On passe donc du conte cruel à l'organisation logistique. Kevin était abandonné par chaos familial, Alex est laissé seul par gestion du quotidien. Kevin était un enfant face à l'effondrement symbolique de la famille, Alex est un enfant dans une maison moderne, connectée, organisée, presque sécurisée. C'est moins émouvant, mais c'est très 1997. Dans les 2 premiers films, la maison est un organisme affectif. Elle contient des traces de la famille, les chambres, les escaliers, la cuisine, la décoration, les jouets, les frustrations. Quand Kevin défend sa maison, il défend aussi son monde intérieur. Les pièges sont des prolongements de son imaginaire blessé. Dans Maman, je m'occupe des méchants, la maison devient autre chose, un dispositif. On n'est plus tout à fait dans la maison de famille, mais dans une architecture de surveillance. Alex observe les voisins. Il utilise des caméras, un télescope, des jouets télécommandés. Il repère les mouvements suspects. Il fabrique une cartographie du quartier. La banlieue n'est plus seulement un décor rassurant, c'est un réseau d'angles morts. Ce qui est fascinant, c'est que le film épouse discrètement les obsessions technologiques de son époque. Nous sommes en 1997, l'ordinateur personnel est en train d'entrer massivement dans les foyers. Les gadgets électroniques deviennent des objets de désir enfantins. Les télécommandes, la vidéo, les systèmes d'alarme, les talkie-walkie, les jouets mécanisés composent un nouvel imaginaire domestique. L'enfant n'est plus seulement débrouillard avec de la colle, de la peinture et des clous, il devient opérateur.
Kevin était un bricoleur sadique, Alex est un petit ingénieur. Le film est donc moins chaleureux, mais plus technologique. Il y a quelque chose du cinéma familial de la fin des années 90, où l'enfant est souvent défini par sa compétence technique. On pense à Small Soldiers de Joe Dante, sorti l'année suivante, où les jouets deviennent soldats. On pense à Jumanji, où le jeu envahit l'espace familial. On pense même plus indirectement à Toy Story, où le jouet cesse d'être simple accessoire pour devenir agent narratif. Dans Home Alone 3, le jouet central est une voiture télécommandée qui contient une puce informatique volée. Et voilà le génie absurde du scénario. Le MacGuffin Hitchcockien, l'objet que tout le monde veut, se cache dans un jouet d'enfant. C'est très beau en vérité parce que le film met en collision deux régimes de fiction. D'un côté, le thriller d'espionnage avec des criminels internationaux, une puce top secrète, une menace terroriste. De l'autre, la comédie familiale avec un garçon malade, une vieille voisine, un perroquet, une voiture téléguidée. Le monde adulte croit jouer à Mission Impossible, l'enfant lui répond avec un arsenal de dessins animés. Les antagonistes du film ne sont plus Harry et Marv, les deux cambrioleurs pathétiques des premiers épisodes. Ici, nous avons quatre criminels internationaux. Peter Beaupré, Alice Ribbons, Earl Unger et Burton Jernigan, incarnés notamment par Oleg Krupa, Ria Kihlstedt, David Thornton et Lenny Von Dolen. Rotten Tomatoes résume le principe. Une puce informatique top secrète cachée dans une voiture jouée finit entre les mains d'Alex, ce qui attire les criminels dans son quartier. Ce changement est fondamental. Dans les deux premiers films, les méchants étaient des voleurs de proximité, des figures de conte urbain. Ils venaient cambrioler, piller, profaner la maison. Harry et Marv avaient quelque chose de Dickensien, de forain, presque de clochard maléfique. Joe Pesci et Dan Stern formaient un duo de cartoon humains, mélange de Laurel et Hardy, de Will Coyote et de gangsters ratés. Dans le troisième film, les méchants sont des professionnels, du moins en théorie. Et c'est là que le film devient savoureux malgré lui. Ces gens sont censés être dangereux, organisés, internationaux, mais ils se comportent comme des demeurés de vaudeville. Ils disposent d'une logistique sophistiquée, mais se font humilier par un enfant fiévreux. Ils appartiennent au monde du thriller, mais le film les aspire dans le burlesque. Ce glissement produit une sorte de court-circuit générique. Imaginez un instant que les agents de Ronin, de John Frankenheimer, se retrouvent piégés dans un pavillon par un gamin couvert de boutons rouges. Imaginez les espions de Mission Impossible forcés de traverser un film de Tex Avery. Imaginez les diaboliques avec un perroquet. Voilà le territoire de Maman, je m'occupe des méchants. Le film ne réussit pas toujours à exploiter cette contradiction, mais elle est passionnante. Les méchants sont trop sérieux pour le film dans lequel ils se trouvent, et c'est précisément ce décalage qui alimente la comédie. Ils sont comme des personnages de série B d'espionnage qui auraient pris la mauvaise sortie d'autoroute et se seraient retrouvés dans une comédie Fox Family Film. Ce sont des méchants de l'après-guerre froide, pas tout à fait soviétiques, pas tout à fait terroristes, pas tout à fait gangsters, des silhouettes globalisées, interchangeables, internationales. Leur menace est abstraite, une puce, une organisation criminelle, une transaction. Le film remplace le cambriolage concret par une menace technologique. Autrement dit, Kevin défendait la maison contre les voleurs, Alex défend l'Amérique domestique contre la mondialisation criminelle. C'est ridicule, bien sûr. Mais le ridicule, parfois, est une radiographie. Raja Gosnell réalise ici son premier long métrage comme cinéaste. C'est un détail essentiel. Avant cela, il a notamment travaillé comme monteur et cette origine se sent dans le film. Home Alone 3 est moins un film de mise en scène ample qu'un film de découpage fonctionnel. Le film avance comme une mécanique, exposition, déplacement du MacGuffin, surveillance, fausse alerte, préparation, assaut, châtiment. Il faut être juste avec Gosnell, il ne possède pas l'élégance classique de Chris Columbus, qui savait envelopper la cruauté burlesque dans une douceur de conte de Noël. Columbus filmait les maisons comme des refuges mythologiques. Gosnell filme plutôt les pièces comme des postes de combat. C'est moins poétique, mais c'est cohérent. Le film est une sorte de plan de montage géant. Tout doit être placé pour servir plus tard. Le jouet, la puce, la voisine, le perroquet, la varicelle, les appels à la police, le quartier, les gadgets, les conduits, les escaliers. Le film fonctionne comme ces machines du Robbie Goldberg où une bille fait tomber une cuillère, qui allume un ventilateur, qui pousse une chaussure, qui déclenche une catastrophe. Le cinéma burlesque a toujours aimé cela. Chez Buster Keaton, le corps humain affronte des systèmes, trains, maisons démontables, bateaux, tempêtes, façades qui s'écroulent. Chez Chaplin, le corps lutte contre la machine industrielle, comme dans les temps modernes. Chez Laurel et Hardy, le gag repose souvent sur l'escalade destructrice. Une petite humiliation devient une guerre totale. Chez Jacques Tati, l'espace moderne devient piège doux, labyrinthe poli, architecture comique. Home Alone 3, dans son coin moins noble, appartient à cette histoire. Il transforme la maison en machine à punir. Mais là où Keaton cherchait la grâce du corps face au danger, où Tati observait la déshumanisation souriante de la modernité, Home Alone 3 cherche surtout l'efficacité du gag. Le film n'a pas la retenue nécessaire pour devenir grand, il ne sait pas toujours laisser respirer l'espace, il n'a pas la mélancolie, mais il possède une vertu simple, il croit encore au gag physique. Et en 1997, ce n'est déjà plus rien.
Car le cinéma familial hollywoodien commence à entrer dans une ère où le numérique va progressivement remplacer le corps. Or ici, les chutes, les coups, les glissades, les écrasements, les brûlures, les collisions gardent une matérialité. Roger Ebert souligne d'ailleurs que les pièges lui paraissaient plus drôles cette fois, avec une mise en scène qui évite davantage la sensation de douleur pure et penche plus vers le slapstick. Sacré Roger Ebert. C'est peut-être là que le film mérite d'être réhabilité. Il est l'un des derniers avatars d'un burlesque familial encore physique, avant que le cartoon numérique ne vienne plastifier une partie de ce cinéma. Un des aspects les plus intéressants du film, c'est que son héros est malade. Alex n'est pas simplement seul, il est cloué à la maison par la varicelle. Cela donne au film une texture particulière. Dans les deux premiers, Kevin était libre. Il pouvait circuler, courir, aller à l'église, au supermarché. Dans New York, son abandon ouvrait paradoxalement le monde. Alex, lui, est assigné à résidence. Ce n'est pas un aventurier, c'est un enfant en quarantaine. Le film devient alors une fantaisie de compensation, puisque le corps de l'enfant est affaibli. Son intelligence prend le relais. Puisqu'il ne peut pas sortir pleinement dans le monde, il fait venir le monde à lui. Puisque le malade l'isole, il transforme l'isolement en stratégie. C'est une idée très forte. Le foyer devient à la fois prison et forteresse. La maladie, au lieu d'être seulement un prétexte scénaristique, fabrique une condition au cinéma. Alex regarde, il observe depuis la fenêtre, il soupçonne, il interprète les signes. En cela, le film a une dette involontaire envers Hitchcock. Pas le Hitchcock du suspense glamour, mais le Hitchcock de Fenêtre sur cour. Le personnage immobilisé observe le voisinage et voit ce que les autres ne voient pas. Il devient spectateur avant de devenir acteur. Comme James Stewart, Alex est un voyeur domestique, un interprète du paysage résidentiel. Il regarde la normalité et y décèle une anomalie. Bien sûr, Home Alone 3 n'a pas la perversité de Hitchcock. Il ne creuse pas le désir de voir, ni la culpabilité du voyeur, ni la frontière entre imagination et vérité. Mais la structure est là. Un personnage enfermé, une fenêtre, un quartier, une suspicion, des adultes qui ne croient pas tout de suite l'observateur. La comédie familiale rencontre le thriller scopique. Et cela explique pourquoi le film fonctionne mieux dans sa première moitié qu'on ne le dit souvent. Avant les pièges, il y a ce petit cinéma de soupçon. Alex voit des choses, il appelle, on ne le croit pas. La maison devient cabine de projection, le quartier devient écran. L'enfant cinéphile, finalement, c'est celui qui sait regarder. John Hughes est au scénario et à la production. C'est évidemment capital aussi, car Kay Hughes est l'un des grands architectes du cinéma adolescent et familial américain des années 80 et 90. Il a compris mieux que presque personne que l'enfance et l'adolescence ne sont pas seulement des âges comiques, mais des états de guerre intérieurs. Dans The Breakfast Club, les adolescents sont enfermés dans une bibliothèque comme dans un laboratoire social. Dans Ferris Bueller's Day Off, l'école est une prison dont il faut s'évader pour reconquérir la ville. Dans Uncle Buck, la famille dysfonctionnelle devient terrain de réparation burlesque. Dans Home Alone, la maison devient le lieu où l'enfant découvre qu'il aime ceux qui croyaient vouloir faire disparaître. Le problème de Home Alone 3, c'est que la mécanique Hughes subsiste, mais la blessure est beaucoup moins vive. Alex n'a pas la rage de Kevin. Il n'a pas été humilié par toute une famille, il n'a pas souhaité leur disparition, il n'a pas à traverser une culpabilité quasi magique. Chez Kevin, l'abandon est vécu comme la réalisation monstrueuse d'un désir. J'ai voulu qu'ils disparaissent et ils ont disparu. Cela donne au premier film une dimension presque fantastique. Kevin est un petit sorcier puni par son propre vœu. Alex, lui, est simplement seul parce que les circonstances s'y prêtent. Cela rend le film plus rationnel, mais moins mythologique. C'est la grande limite de ce troisième opus. Il garde la structure sans retrouver le trauma. Il garde les pièges sans retrouver la faille. Il garde l'enfant compétent sans retrouver l'enfant coupable. Mais cette absence produit autre chose. Un film moins affectif, plus tactique. Un film où la famille n'est pas à reconstruire mais à protéger. La mère n'est pas une figure perdue à retrouver, elle est une adulte occupée. Le père n'est pas une absence tragique, il est en déplacement. Le frère et la sœur ne sont pas des monstres domestiques, ils relèvent plutôt du décor familial ordinaire. Le film n'est plus une odyssée sentimentale, c'est un exercice de défense. Impossible de parler de Maman, je m'occupe des méchants sans parler de la violence. La saga Home Alone repose sur une idée moralement très étrange, faire rire les enfants en montrant des adultes se faire massacrer. Les voleurs glissent, brûlent, tombent, s'écrasent, se cognent, se perforent presque, le corps adulte devient un sac de viande burlesque. C'est une tradition ancienne. Le slapstick a toujours été un art de la violence rendue abstraite. Dans le cartoon, Will Coyote peut tomber d'une falaise et revenir au plan suivant. Dans le burlesque muet, Keaton peut frôler la mort avec une impassibilité minérale. Chez Laurel et Hardy, les coups et les destructions sont des arguments. Chez les Marx Brothers, la violence est verbale avant d'être physique. Ils détruisent la logique sociale comme d'autres cassent des meubles. La question avec Home Alone, c'est que les corps sont réels. Joe Pesci et Dan Stern souffraient à l'écran avec des expressions très humaines, ce qui rendait les gags à la fois hilarants et légèrement inquiétants. Dans Home Alone 3, les méchants étaient plus nombreux et plus anonymes. La violence devient davantage chorale, moins psychologique, plus mécanique.
On passe du duo de clowns martyrisés à une escouade de pantins. Le film a donc tendance à cartooniser ces méchants plus vite. Il ne cherche pas vraiment à leur donner une personnalité profonde. Ils sont des fonctions. Le chef, la femme dangereuse, les sbires, les infiltrés. Leur douleur est moins individualisée. On rit moins de leur caractère que de leur dégradation progressive. C'est là que le film est parfois inférieur aux deux premiers. Harry et Marv étaient un duo. Leurs bêtises avaient une musique. Leur relation produisait du rythme. Dans le troisième film, les quatre antagonistes offrent plus de possibilités d'action, mais moins de saveur comique. En revanche, la multiplication des corps permet une mise en scène plus proche du jeu vidéo. Alex dispose le niveau. Les ennemis entrent. Il déclenche les pièges. Chaque pièce devient une zone, chaque gag est un obstacle. Le film a presque une structure de plateforme. Cave, escalier, grenier, jardin, toit, conduit, porte, fenêtre. On pourrait dire que Home Alone 3 est un film de maison hantée où le fantôme serait remplacé par un enfant ingénieur. On y reviendra dans une vidéo suivante. Les criminels entrent dans la maison comme on entre dans un manoir de foire. La punition est partout. Alex Delins a une présence douce, souriante, moins venimeuse que Macaulay Culkin. Il n'a pas ce mélange presque inquiétant d'innocence et de cruauté qui faisait de Kevin un personnage si marquant. Kevin avait l'air capable de vous vendre une assurance vie avant de vous jeter un pot de peinture dans le visage. Alex, lui, semble plus fondamentalement gentil. Cela change tout. Kevin était un enfant de comédie noire. Il avait quelque chose de Denis Lamalisse, passé par le catholicisme de Noël. Alex est un héros plus lisse, plus sain, plus conforme au cinéma familial Fox de la fin des années 90. Mais il ne faut pas le mépriser pour autant. Alex Delins apporte au film une qualité différente, la précision. Il est crédible en enfant malin, observateur méthodique. Le film ne joue pas tant sur son insolence que sur sa compétence. Il n'est pas un petit anarchiste, il est un petit contrôleur aérien du chaos. C'est moins mythique, mais pas inintéressant. Kevin transformait la maison en revanche personnelle, Alex transforme la maison en système de sécurité. Le premier était un artisan de la vengeance, le second est un logisticien de la résistance. Il y a là un glissement culturel. L'enfant des années 90 tardive devient moins rêveur, moins sauvage, plus technicien. Il sait manipuler les objets, comprendre les flux, repérer les anomalies. C'est l'enfant de l'ère informatique naissante. On pourrait dire en forçant à peine que Kevin appartient encore au monde analogique. Des cordes, des pots de peinture, des poignées brûlantes, des décorations de Noël. Alex appartient déjà au monde de la surveillance, caméra, télécommande, puces électroniques, réseau de communication. La saga passe du bricolage au dispositif. Il faut aussi évoquer un détail devenu amusant avec le temps. La présence de Scarlett Johansson, encore adolescente dans le rôle de Molly, la sœur d'Alex. Voilà. On y voit passer dans un rôle secondaire une actrice qui deviendra ensuite l'un des visages majeurs du cinéma américain contemporain. C'est toujours étrange, ces films qui contiennent sans le savoir un futur immense. À l'époque, Scarlett Johansson n'est pas encore l'actrice de Lost in Translation, ni celle de Matchpoint, ni le corps spectral de Under the Skin, ni la voix amoureuse de Her, ni Black Widow dans l'univers Marvel. Elle est juste là, dans une comédie familiale, presque en marge. Mais pour le cinéphile, le plan se charge rétrospectivement. On ne regarde jamais un film ancien seulement depuis son présent. On le regarde aussi depuis tout ce qui est arrivé après. La cinéphilie est une machine à voyager dans les carrières. Un petit rôle devient une graine. Un voyage secondaire devient une promesse. Dans Maman, je m'occupe des méchants, Scarlett Johansson n'a pas encore la gravité mélancolique qui fera sa singularité. Mais sa présence produit aujourd'hui un effet amusant. Le film, souvent considéré comme mineur, contient une future star majeure, presque cachée dans le papier peint familial. C'est le genre de détail qui rend les films moyens plus attachants que certains films parfaits. Ils sont pleins de futurs involontaires. La critique a souvent reproché au film de recopier la formule. Elle a souvent synthétisé ce rejet avec un consensus assez dur, estimant que le charme de Macaulay Culkin manque au film et que cette suite reprend la grosse mécanique comique sans retrouver les qualités de l'original. C'est vrai, mais c'est incomplet. Car une suite hollywoodienne est toujours prise dans une contradiction. Elle doit refaire ce que le public aime tout en donnant l'illusion de nouveauté. Trop identique, elle est paresseuse, trop différente, elle trahit. Home Alone 3 est coincé dans cette souricière industrielle. Il garde le garçon seul, la maison, les adultes qui ne comprennent pas, les méchants humiliés, la montée vers une longue séquence de pièges, et la police qui arrive trop tard, la victoire enfantine. Mais il change. Le héros, le motif de solitude, le type de méchant, le MacGuffin, l'imaginaire technologique, l'ambiance de Noël beaucoup moins centrale, la texture familiale. Le résultat est curieux. Le film est à la fois trop proche et trop loin. Trop proche pour être une vraie réinvention, trop loin pour être un vrai retour affectif. C'est le purgatoire de la suite. Mais ce purgatoire est intéressant parce qu'il montre la franchise en train de muter. Le film tente de prouver que Home Alone n'est pas Kevin, mais un concept, un enfant seul, des intrus, des pièges. En somme, le film essaye de transformer un personnage iconique en format reproductible. C'est une question essentielle dans l'histoire du cinéma commercial. Peut-on remplacer Indiana Jones par un archéologue aventurier? Peut-on remplacer Ellen Ripley par une femme face à un alien?
Peut-on remplacer John McClane par un type seul contre des terroristes dans un espace clos? Parfois oui, souvent non. Home Alone 3 prouve qu'on peut continuer la machine mais pas nécessairement l'enchantement. L'un des grands manques du film aussi, c'est Noël. Le premier Home Alone est indissociable de Noël, non seulement comme décor, mais comme structure morale. Noël, c'est la famille, la faute, le pardon, la réconciliation, l'attente, la lumière chaude dans la neige. Même la violence devient une parenthèse dans un récit de retour au foyer. Dans Home Alone 3, l'hiver est encore là, la neige aussi, mais Noël n'est plus le cœur battant. Le film se détache du rituel, il devient une comédie d'action familiale pouvant presque fonctionner hors saison. Cela a une conséquence énorme. Le film perd une part de transcendance populaire. Le premier Home Alone pouvait être regardé chaque année comme on ressort une décoration. Il appartenait au calendrier. Il avait une fonction rituelle. Le troisième est davantage un produit narratif, agréable, parfois efficace, mais moins sacralisé. Ce n'est pas seulement une question d'ambiance, c'est une question de mythologie. Dans les deux premiers films, Kevin veut retrouver sa famille et la famille veut retrouver Kevin. Le récit est circulaire, émotionnel, presque liturgique. Séparation, épreuve, retour. Dans le troisième, Alex veut empêcher des criminels de récupérer une puce. C'est plus extérieur, plus actionnel, plus scénario. Le film échange le manque affectif contre l'enjeu matériel, et cela se sent. Mais cette perte du sacré familial permet aussi une lecture plus froide, presque politique. La maison n'est plus défendue parce qu'elle contient l'amour, mais parce qu'elle contient par accident un secret militaire. Le foyer devient un nœud géopolitique, la banlieue devient champ de bataille mondial. La famille américaine n'est plus seulement menacée par le cambriolage, elle est traversée par les flux secrets du capital, de la technologie et de la guerre. Pas mal pour un film avec un perroquet. Parlons du perroquet, tiens. Car tout film familial des années 90, et ou presque, semble avoir besoin d'un animal capable de perturber la mécanique humaine. Ici, le perroquet joue le rôle de complice, de témoin, de parasite comique. Il appartient à cette grande tradition de l'animal burlesque qui vient dérégler l'ordre des adultes. Dans l'impossible Monsieur Bébé, le léopard provoque le chaos Screwball. Dans The Awful Truth, le chien devient agent de désordre conjugal. Dans Turner et Hooch, l'animal bave sur le polar. Dans Beethoven, le chien Saint-Bernard transforme la maison bourgeoise en champ de ruines affectif. Le perroquet de Home Alone 3 est moins mémorable que ces glorieux animaux destructeurs, mais il remplit une fonction claire. Il rappelle que le burlesque a besoin d'éléments imprévisibles. Dans un film très mécanique, l'animal réintroduit du caprice. Le perroquet est une mini-anarchie. Il fait partie du dispositif d'Alex, mais il ne se réduit pas à une machine. Il peut déborder, il peut répondre, intervenir, compliquer. Il donne au film une touche de cartoon vivant. Et surtout, il participe à la logique enfantine du film. Dans le monde d'Alex, les jouets, les animaux, les objets, les tuyaux, les meubles et les machines sont des alliés potentiels. L'enfant ne commande pas seulement l'espace, il l'enrôle. Tout devient complice. La maison n'est pas un décor, c'est une armée. La saga Home Alone est aussi une saga sur la classe moyenne américaine aisée. Ce sont des maisons vastes, propres, pleines d'objets, de couloirs, d'escaliers, de pièces, de sous-sols, de greniers. Des maisons assez grandes pour qu'on puisse s'y perdre, s'y cacher, s'y battre. Il y a quelque chose de profondément américain dans cette idée. La maison individuelle comme royaume, le pavillon comme château, l'enfant comme prince abandonné dans son domaine. Dans Maman, je m'occupe des méchants, ce royaume est moins féerique, plus quadrillé. Le quartier est important, les voisins, les allées, les maisons voisines, les déplacements des criminels. Alex ne défend pas seulement sa chambre ou sa cuisine, il surveille un périmètre. Là encore, le film est très fin de siècle, sans forcément le vouloir. La banlieue américaine, longtemps représentée comme havre de paix ou de sécurité, devient un espace d'infiltration. Les menaces ne viennent plus seulement de la ville, elles circulent dans les rues calmes, elles sonnent aux portes, elles empruntent de fausses identités. Le cinéma américain des années 90 adore ce soupçon suburbain. On le voit dans The Burbs de John Dante, où le voisinage devient paranoïaque. On le voit dans Arlington Road, où le terrorisme se cache derrière le pavillon. On le voit dans American Beauty quelques années plus tard, où la banlieue devient théâtre de névrose. Home Alone 3, version comédie film familiale, participe modestement à cette inquiétude derrière les façades propres. Quelque chose rôde. Mais comme nous sommes chez le John Hughes, l'inquiétude doit finir en gag. Le complot international est neutralisé par la plomberie. Le fond fantasmatique de la saga reste intact. Les adultes sont incompétents, les enfants voient juste. Dans Maman, je m'occupe des méchants, Alex appelle la police, alerte, observe, insiste. Les adultes doutent ou arrivent trop tard. Ce motif est classique dans le cinéma enfantin. L'enfant détient une vérité que le monde adulte refuse d'entendre. On la retrouve dans E.T., où les enfants comprennent l'extraterrestre mieux que les institutions. Dans les Goonies, où les enfants traversent une aventure que les adultes ne peuvent imaginer. Dans Explorers, où l'enfant se construit littéralement son vaisseau. Dans Gremlins, où les adultes ne contrôlent rien. Ici, Alex doit devenir non seulement témoin, mais juge et bourreau burlesque. Puisque les adultes échouent à protéger le foyer, l'enfant prend la loi en main. Et là, on touche à quelque chose d'ambigu.
Le film est évidemment une fantaisie d'empowerment enfantin. Quel enfant n'a jamais rêvé de prouver aux adultes qu'il avait raison? Quel enfant n'a jamais rêvé de transformer sa chambre, sa maison, ses jouets, ses idées en instruments de triomphe? Le plaisir du film vient de là. Alex n'est pas fort physiquement, mais il connaît mieux l'espace, il maîtrise le terrain. C'est une guerre asymétrique. Le petit contre les grands, le malade contre les professionnels, le domestique contre le géopolitique, le jouet contre la puce militaire. Mais cette revanche est aussi une célébration de l'intelligence pratique. Alex n'est pas un super-héros, il ne vole pas, il ne lance pas de rayons laser, il regarde, anticipe, combine. Le film appartient à une tradition presque artisanale du héros enfantin, vaincre par astuce. En cela, il est plus proche du conte que du film d'action. Le petit poussé sème des cailloux, Alex Pruitt dispose des pièges. Même combat. Le film n'a jamais obtenu l'aura des deux premiers. Aujourd'hui encore, sa réputation reste fragile. Rotten Tomatoes affiche un score critique faible, avec un consensus signant l'absence de carrière mais même de Macaulay Culkin et le caractère creux de cette suite. Mais la réception du film est plus amusante qu'un simple rejet. Roger Ebert, immense critique américain, lui donne une défense étonnamment chaleureuse. Il y écrit qu'à sa propre surprise, il préfère ce troisième épisode aux deux premiers, tout en précisant qu'il ne le recommande pas forcément aux adultes, sauf au jour de grande disponibilité à la sottise. C'est une position précieuse, parce qu'elle rappelle une vérité simple. Le goût critique n'est pas une science de laboratoire. Un film mineur peut parfois mieux fonctionner sur un spectateur qu'un film plus noble. Ebert semble sensible à la douceur d'Alex, au caractère moins cruel des gags, à la fluidité du divertissement. Il ne se dit pas que c'est Mizoguchi dans un pavillon enneigé, il dit que ça marche. Et cette défense ouvre une question cinéphilique passionnante. Qu'attend-on d'un troisième Home Alone? Si l'on attend le retour de Kevin, le film est perdu d'avance. Si l'on attend un classique de Noël, il échoue partiellement. Si l'on attend une comédie burlesque familiale avec un dispositif d'espionnage absurde, il devient beaucoup plus fréquentable. Le film a rapporté environ 79 millions de dollars dans le monde, pour un budget estimé à 32 millions, ce qui n'en fait pas un désastre commercial absolu, mais le place très loin de l'impact colossal du premier film et du succès massif du second. Il appartient donc à cette catégorie étrange, les suites qui survivent économiquement mais meurent symboliquement. Elles existent, elles passent à la télévision, elles habitent les après-midi de vacances. Elles deviennent des souvenirs pour certains enfants, des anomalies pour les adultes, des objets de débat pour les cinéphiles. Pour bien comprendre Maman, je m'occupe des méchants, il faut le comparer précisément au premier film. Dans Home Alone, Kevin souhaite la disparition de sa famille. La famille disparaît, Kevin découvre la solitude, les violeurs arrivent, Kevin défend la maison, la famille revient, le pardon clôt le récit, la structure est morale. Dans Home Alone 3, Alex reçoit par hasard un jouet contenant une puce, des criminels veulent récupérer la puce, Alex les repère, les adultes doutent, Alex organise la défense, les criminels sont capturés, la menace est neutralisée, la structure est opérationnelle, c'est un changement de nature. Le premier film est presque un conte sur la culpabilité enfantine. Le troisième est une comédie d'action sur la compétence enfantine. Kevin apprend qu'il aime sa famille, Alex prouve qu'il est plus intelligent que les adultes. Kevin traverse une crise intime, Alex résout un problème extérieur. Voilà pourquoi le premier reste plus puissant. Il contient une émotion primitive. Le troisième fonctionne comme une machine agréable, mais il manque d'un gouffre intérieur. Cependant, cette absence rend le film plus léger. Il ne cherche pas à faire pleurer, il ne s'encombre pas d'une grande réconciliation, il veut jouer. C'est parfois sa faiblesse, parfois sa fraîcheur. Le film est moins un héritier qu'un cousin technophile. Les années 90 sont une décennie passionnante pour les suites. Hollywood comprend de mieux en mieux la puissance de la marque, mais n'a pas encore totalement industrialisé le reboot moderne. On prolonge, on remplace, on agrandit, on relance. Home Alone 3 appartient à cette catégorie de suites qui teste la plasticité d'un concept. On pourrait le rapprocher de Predator 2, qui retire Schwarzenegger et déplace le concept en ville. Robocop 3, qui garde la marque mais perd une partie de la sauvagerie politique. The Neverending Story 3, qui exploite un titre sans retrouver l'enchantement. Saw et Willy 3 qui poursuit une logique familiale avec rendement décroissant. Peb, Un cochon dans la ville, le Babe 2, beaucoup plus grand film qui transforme une suite familiale en cauchemar baroque. Mais Home Alone 3 est moins audacieux que Babe 2. Il ne fait pas exploser le concept, il l'adapte. Il veut rassurer tout en changeant les meubles. Cela donne un film historiquement intéressant parce qu'il montre à un moment où Hollywood commence à comprendre que la propriété intellectuelle peut survivre aux acteurs, la saga devient formule, le titre devient promesse. Aujourd'hui, ce geste nous paraît banal. On remplace les castings, on relance les franchises, on fabrique des legacy sequels, des reboots, des soft reboots, des requels, des univers partagés. Mais en 1997, pour une comédie familiale aussi liée à son enfant star, le pari est plus risqué. Maman, je m'occupe des méchants est donc une expérience de laboratoire. Peut-on faire Home Alone sans Kevin? La réponse est oui, mais on obtient autre chose. Pas un mythe. On produit un produit sympathique, étrange, parfois très bien huilé, une petite catapulte industrielle. Le plaisir des films Home Alone repose sur une promesse. Nous savons que les pièges vont servir. Le spectateur voit Alex préparer, bricoler, installer. Le film crée ainsi une attente. Chaque objet devient une bombe comique à retardement. C'est du pur cinéma. Parce que le cinéma est l'art de préparer un plan pour plus tard.
On montre un clou, il servira. On montre une corde, elle tendra quelqu'un. On montre un jouet, il deviendra une arme. C'est le principe du fusil de Tchekhov, appliqué à la quincaillerie. Dans Maman, je m'occupe des méchants, cette logique est particulièrement nette. Le film transforme l'espace domestique en partition. La première partie pose les notes, la dernière les joue en accéléré. Et c'est là que le film retrouve une forme de noblesse burlesque. Le gag n'est pas seulement une chute, c'est un rendez-vous entre un objet et un corps. Le corps entre dans le cadre, l'objet l'attend. Le montage organise la collision, le rire naît de la précision. Le problème parfois, c'est que Gosnell découpe de façon très télévisuelle, sans toujours donner au cadre l'élégance ou la lisibilité spatiale des grands burlesques. Chez Keaton, on voit le danger arriver dans la profondeur du plan. Chez Tati, le gag peut exister simultanément à plusieurs endroits de l'image. Chez Black Edward, dans The Party, le décor devient un organisme qui s'effondre par contamination. Dans Home Alone 3, le gag est plus frontal, plus découpé, plus effet, mais il conserve cette jouissance primitive, voire une préparation de devenir catastrophe. C'est un cinéma du boomerang. Les adultes entrent dans le monde de l'enfant, et le monde de l'enfant leur revient en pleine figure. Soyons honnêtes, le film rate plusieurs choses. Il rate en partie l'émotion, il rate la mythologie de Noël, il rate la singularité des méchants, moins mémorable que Harry Marv. Il rate parfois la cruauté jubilatoire du premier film, cette sensation d'un enfant vraiment dangereux. Il rate aussi la poésie du vide. Dans le premier film, Kevin, seul dans la maison, donnait parfois une sensation étrange, presque métaphysique. La maison immense, le silence, la neige, l'absence. Ici, le récit est plus occupé, plus bavard, plus fonctionnel. Et puis le film souffre d'un syndrome des suites tardives. Il donne l'impression de connaître son cahier des charges avant de connaître son âme. Il sait qu'il doit fournir des pièges, il sait qu'il doit fournir des adultes idiots, il sait qu'il doit fournir un enfant malin, il sait qu'il doit fournir une dernière demi-heure de chaos. Mais il ne sait pas toujours pourquoi. C'est là qu'on sent la différence entre une idée fondatrice et une exploitation de formule. Home Alone naît d'un cauchemar familial universel. Et si ma famille disparaissait, Home Alone 3 naît plutôt d'une question de studio. Comment refaire Home Alone sans refaire Kevin? Ce n'est pas le même moteur. L'un vient de l'inconscient, l'autre vient du tableau blanc. Mais le film réussit aussi des choses. Il réussit son déplacement technologique. Il réussit à donner à Alex une idée distincte de Kevin. Il réussit plusieurs gags physiques. Il réussit son idée de MacGuffin absurde. Une puce militaire dans une voiture jouée. Il réussit à transformer une banlieue calme en échiquier comique. Il réussit à inscrire la saga dans une nouvelle époque, celle de la surveillance, de la communication, des objets électroniques, du soupçon suburbain. Et surtout, il réussit quelque chose que beaucoup de suites ratent. Il ne se contente pas de refaire exactement le même film avec un enfant moins charismatique. Il modifie les coordonnées. Pas assez pour devenir un grand film, mais assez pour être analysable, autrement qu'en simple photocopie. C'est un film de seconde zone, oui, mais une seconde zone intéressante. Une sorte de hangar cinéphilique où traînent des morceaux de Hitchcock, de Tex Avery, de John Hughes, de Keaton, de thrillers technologiques et de sitcom familial. Ce n'est pas un palais, c'est une brocante piégée. Et parfois, dans une brocante piégée, on trouve des objets merveilleux. Au fond, Maman, j'ai raté l'avion raconte ceci. Un enfant malade, enfermé chez lui, voit entrer dans son quartier une menace venue du monde adulte globalisé. Des espions, une puce, des réseaux criminels, une violence abstraite. Les institutions ne comprennent pas. La police arrive trop tard, la famille est dispersée, alors l'enfant fait ce qu'au font les enfants de cinéma. Il transforme son environnement immédiat en imaginaire actif. La maison devient forteresse, le jouet devient arme, la maladie devient poste d'observation, la solitude devient puissance. C'est moins bouleversant que Maman, j'ai raté l'avion, mais c'est plus curieux qu'on ne le dit. Le film n'a pas la magie du premier, mais il a une drôle de modernité. Il annonce un monde où les enfants grandissent entourés de gadgets, de surveillance, de menaces médiatisées, d'objets connectés avant l'heure. Il annonce aussi la transformation des franchises en matrices reproductibles. Le personnage peut disparaître, le concept reste. Alors, est-ce un grand film? Non. Est-ce un film méprisé trop vite? Probablement. Est-ce un vrai objet cinéphilique? Oui, à condition de le regarder non comme le successeur illégitime de Kevin McAllister, mais comme une mutation. Le passage du conte de Noël au film de défense domestique, du trauma familial au thriller pavillonnaire, du burlesque analogique au slapstick technologique. Maman, je m'occupe des méchants, c'est un petit film qui rêve d'être un système d'alarme. Et parfois, dans ses meilleurs moments, il y parvient. Il sonne, il clignote, il électrocute un espion. Et quelque part entre un perroquet et une voiture télécommandée, le cinéma familial des années 90 se prend les pieds dans ses propres fils.